comptons, avec votre collaboration, changer cela. Alors, sur ce, je vais passer à la présentation de Lydie et de Mariamou. Est-ce que vous voulez que je lise vos présentations comme vous m'avez envoyé? Je vais faire une bonne présentatrice de moi-même. Donc, alors voilà, donc je voulais vous présenter nos présentatrices. Nous sommes très, très reconnaissantes de les avoir et de découvrir ce qu'elles auront à nous apporter. Donc, Madame Lydie Roussaki, est-ce que c'est comme ça que vous dites votre nom? Oui, Tu bien l'as dit. très bien dit. Ah, Félicitations. wow! Super, super. J'aime ça quand je fais bien les choses. Donc, c'est une travailleuse sociale chevronnée qui a une trajectoire professionnelle riche de plus de 10 ans d'expérience avec les immigrants, les familles, les enfants et les personnes victimes d'agressions. À la suite de sa maîtrise obtenue à l'Université d'Ottawa, elle a œuvré auprès des organismes communautaires avant de passer une grande partie de sa carrière en milieu scolaire auprès des enfants et de leurs familles. Dans un passé plus récent, Mme Lydie Roussaki a été promue à un niveau stratégique de planification en santé mentale auprès des communautés scolaires. Elle s'engage dans sa communauté à défendre les femmes et les jeunes. Elle est également cofondatrice de Connexion Synergique. Alors, un très beau mot, un très beau nom et j'ai hâte d'en savoir plus. Maintenant, je vais parler de notre chère présentatrice, Madame, alors, Mariamou Dei. Est-ce que c'est correct comme Presque prononciation? réussi. Presque réussi. Alors là, il faudra essayer mon nom aussi, parce que mon nom, c'est comme le pire du monde. La plupart des gens m'appellent Madame Charlotte. Mais en tout cas, j'essaye quand même de veiller à bien prononcer les choses. On se fera un petit cours la prochaine fois de prononciation des noms. Alors, Tu seras meilleure que moi. elle se définit comme une bâtisseuse de communauté, ayant obtenu sa maîtrise en travail social à l'Université de Sherbrooke. Elle a capitalisé plus de 15 ans de pratique dans des milieux diversifiés. Elle a travaillé à ses débuts avec des organismes internationaux sur les VBG. VBG, c'est... Violence basée sur le genre. Ah, OK, wow, OK. Bon, ben, je ne connaissais pas bien le sigle. Et pour la réduction des vulnérabilités des femmes et des jeunes au plan politique, organisationnel et socio-économique. Dans une perspective psychothérapeutique clinique, elle œuvre au niveau scolaire et dans la pratique privée et elle est cofondatrice de plusieurs organismes, dont Connexion Synergique. Alors, on souhaite la bienvenue à nos présentatrices et je vous passe la parole tout de suite. Merci beaucoup, Charlotte. Merci beaucoup, Charlotte. Nous sommes très contentes et très excitées d'être là. Franchement, c'est une très belle initiative que vous avez prise de parler sur un sujet qui n'est pas très, très bien développé, aussi bien dans la recherche que dans les discussions. Et que ça nous donne l'occasion de partager un tout petit peu par rapport à l'état des lieux, ce qu'on en sait, mais aussi ce qu'on en rencontre dans notre pratique quotidienne. Donc, sans plus tarder, on n'a pas beaucoup de temps, mais on va essayer juste de vous faire part du plan de notre présentation, les points qui seront abordés justement, parce que nous avons décidé de nous pencher sur la spécificité du contexte d'immigration en matière de violence post-séparation. Donc, on va parler un peu du contexte, les défis qui se présentent, mais aussi les facteurs ainsi que les types de comportements qu'on note, l'impact aussi bien sur les enfants que les victimes elles-mêmes et les interventions. Voilà, donc pour la mise en contexte, la violence post-séparation, c'est sûr que c'est un problème qui se pose particulièrement en contexte d'immigration de façon assez spéciale. Quand il y a séparation, comme vous le savez, les gens ils immigrent en général la plupart du temps pour des raisons économiques. Il peut y avoir d'autres raisons également, mais la plupart du temps, c'est pour des raisons économiques. Donc déjà, quand le couple vit ensemble, il y a des tensions et des conflits qui surviennent. Mais vu le contexte spécialement, on va le voir plus tard dans les autres points de notre présentation, vous allez voir que cette violence post-séparation peut être vraiment exacerbée. Et on voit que les femmes immigrantes sont plus violentées. Même dans un passé plus récent, on voit que, par exemple, même chez les étudiants internationaux qui sont des immigrants temporaires, on a vu qu'il y a une plus grande violence quand il y a une séparation entre les deux jusqu'à aller à l'assassinat. Donc, en matière aussi d'immigration, comme vous le savez, il y a des réalités. Par exemple, il y a des mariages forcés ou arrangés.
même des familles qui sont restées longtemps, très longtemps, je vous dis, ici au Canada, il peut arriver qu'ils amènent leur progéniture en Asie ou en Afrique pour arranger un mariage ou forcer un mariage. Donc, en général, lorsque ces mariages se cassent, ça peut être très dur parce que ce sont des relations auxquelles toutes les deux familles tiennent. Et il y a souvent une forte violence, et on va le voir plus tard, qui se présente et qui est assez spéciale. Il y a également ce qu'on appelle les crimes d'honneur. Comme vous le savez, déjà, on en a entendu parler dans les années passées, surtout au Québec, avec le cas qui est survenu. Mais imaginez que ces crimes d'honneur aussi se prolongent dans le cadre des mariages. Et lorsqu'il y a séparation, la honte que les conjoints peuvent ressentir, la honte que les familles peuvent ressentir, peuvent faire en sorte qu'il y a des coalitions qui se font entre, par exemple, même la famille de la victime et l'ex-conjoint pour essayer de lui mettre des bâtons dans les roues, pour essayer vraiment de lui mener la vie extrêmement difficile jusqu'à aller dans les crimes d'honneur. Et parfois, ça passe de façon très insidieuse. Également, la garde partagée. Comme vous le savez aussi, lorsqu'il y a séparation et qu'il y a des enfants qui sont impliqués, les ex-conjoints sont obligés de rester en contact, en communication. Des fois, même s'ils sont en interdiction de communication ou de contact, il y a un minimum qui est géré, même si c'est par personne interposée ou interface. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une présentation sur cette application de communication entre les ex-conjoints. Mais c'est juste pour vous dire que quand ça implique des enfants, ça peut vraiment faire en sorte que l'ex-conjoint qui a envie de perpétuer, de continuer une certaine violence peut avoir une belle occasion vraiment de le continuer et de vouloir avoir du contrôle sur son ex. On a remarqué donc une augmentation ces dernières années des féminicides. Et la plupart de ces féminicides, qui sont en général des femmes immigrantes, ça arrive dans un contexte de séparation, c'est-à-dire dans un contexte conjugal ou de séparation. Lorsqu'il y a séparation aussi, c'est les femmes qui en pâtissent le plus. Et on a cherché, mais c'est comme si s'il y a oui, des statistiques sur quelques statistiques sur les violences post-séparation, en matière d'immigration, c'est encore beaucoup plus difficile à avoir des données. Donc, c'est un champ à explorer. J'espère que Mme Lydie va faire un doctorat là-dessus pour nous éclairer davantage. Donc, il y a également une méconnaissance du concept d'aliénation parentale. Je vous dis qu'il y a une grande partie également, le concept d'aliénation parentale, c'est ici qu'ils l'apprennent au Québec, mais ils ne savent pas ce que ça signifie. Donc, en matière de violence, cette aliénation parentale peut être utilisée aussi bien par la victime que par l'auteur, sans le savoir, ou bien est en train de le pratiquer sans le savoir. Le processus d'immigration également, comme vous le savez, il y a un grand changement des rôles entre l'homme et la femme qui constituent la plupart des conjoints en contexte d'immigration. Et cela peut amener un certain nombre de problèmes aussi après la séparation parce qu'un des ex-conjoints peut ne pas comprendre exactement. Donc, les femmes immigrantes également font face à beaucoup de barrières structurelles. On va le voir plus tard. Elles n'ont pas toujours accès aux services adaptés. Les hommes ne consultent pas en général. Donc, comme vous le savez, dans beaucoup de communautés également immigrantes, les hommes n'ont pas tendance à aller vers des services thérapeutiques, de réconciliation, de médiation, n'est-ce pas? Du fait de beaucoup de préjugés liés à la santé mentale, surtout en contexte d'immigration qui est très tabou. Et les services également peuvent ne pas être toujours adaptés à leurs besoins pareils. Donc, le dernier point, c'est le manque de support. Par exemple, les extensions, non. À ce niveau, je veux dire juste que, par exemple, concernant les extensions familiales, la famille qui est restée au pays, des fois, ils ont tendance à supporter un comportement qui n'est pas un comportement approprié, un comportement violent vers son ex, ou à mettre de la pression également sur l'ex de l'autre en essayant d'appeler de façon verbale. Ils ne peuvent rien faire physiquement, ils sont loin, mais au plan verbal, ils peuvent faire beaucoup de pression, des menaces, etc. Et ça fait une grosse pression, je vous dis, une grosse influence au niveau psychologique. Merci beaucoup, Mariamou.
Oui, effectivement, surtout avec le sujet de la séparation qui est quand même, qui reste toujours tabou, surtout dans des familles qui sont très conservatrices. Donc, c'est vraiment un grand défi où tout le monde va s'impliquer, appeler, tout le monde aura un mot à dire sur toi, puis à un moment, tu te sens, tu vas te culpabiliser, tu vas t'enfermer, donc on revient dans un cycle de violence perpétuelle qui continue malgré que vous n'êtes plus ensemble. Alors, maintenant, on va parler un peu des spécificités liées à la violence post-séparation en contexte d'immigration. Oui, comme tu l'as déjà évoqué derrière Mariamo, au travers du processus de l'immigration, on a aussi des défis au niveau de la loi. Par exemple, on retrouve des familles dans les contextes, par exemple, de parrainage. Quand on n'a pas encore obtenu sa résidence, donc on se sent cloué à l'autre, obligé de se soumettre, obligé de subir la violence ou parfois aussi obligé de se taire, de ne rien dire, juste pour pouvoir maintenir et avoir l'espoir d'obtenir sa résidence plus tard. Il y a des défis qui sont liés aussi au coût de services juridiques. Donc, une famille qui vient de s'installer avec tous les défis qui viennent avec par rapport au processus d'installation, commence à trouver encore de l'argent pour pouvoir payer ses services. Donc, ça constitue encore des limites par rapport aux familles. Et tout ça, ça te oblige à être lié, à être lié avec les agresseurs. Les élèves qui prennent Une l'autobus, seconde, s'il vous plaît. 149, il est à l'extérieur. T149, l'autobus vous attend à l'extérieur. Merci. Je suis désolée. Mariam, est-ce que ça s'entend très fort là? Oui, oui, peut-être que tu pourrais juste bloquer le micro quand ça arrive. Quand ça arrive, oui, merci. Ouais. Oui, et on voulait aussi parler quand même de délais au niveau administratif, surtout toujours dans le processus, le temps que ça prend et le temps que tu es obligé de collaborer, d'être avec l'autre. Donc, tout cela, ça provoque, puis ça accompagne certains comportements de violence et surtout, les personnes sont obligées d'une manière ou d'une autre de supporter toujours en attente de recevoir leur documentation au niveau de leur identité. Donc, on nous parle aussi parfois de biens qui se retrouvent entre les deux pays. Donc, je quitte chez moi, je viens ici, ça se fait que j'ai mes biens qui sont au pays. Arrivé ici, j'ai de biens en attendant qu'on puisse faire le divorce, la séparation et tout, obtenir tous nos biens. Donc, vous voyez que tous ces éléments-là, ça t'oblige d'une manière ou d'une autre à garder la communication, à collaborer et encore une fois, c'est comme un cercle vicieux qui te lie au cou un peu, tu es obligé de rester là-dessus. On parle de manque d'informations fiables, de l'absence ou peu de support de médiation ou post-séparation, surtout que dès le départ, parfois, quand la séparation n'est pas quelque chose qui est encouragé au sein de la famille ou qui est très mal comprise, là, ça devient encore plus difficile pour que les personnes viennent vous aider à faire la médiation. Au contraire, chacun va vouloir tirer de son côté et vous allez rester dans un conflit éternel. Il y a aussi la méconnaissance du processus de divorce et des séparations, surtout dans le pays d'accueil. Donc, tous ces éléments-là, ça ne fait que renforcer le cycle de la violence. Oui, tantôt, on parlait, Mariamo, tu l'as quand même évoqué au niveau de la honte, des déshonneurs, solidarité et tout par rapport, que ce soit à l'homme ou à la personne qui a décidé de quitter. Puis tout de suite, peu importe les raisons que tu vas devoir avancer, en ce moment-là, c'est la valeur qui prime. Donc, si notre valeur, c'est vraiment au niveau de la famille, qu'on puisse rester connecté, lié là, tout ça, ça va créer de groupes, puis des conflits, puis ça va créer beaucoup de situations tout autour. Alors, et il y a aussi quand même un élément très important, là où on parle de la perception de droits, surtout en Occident par rapport à la femme. C'est là où il y a des accusations qui sont portées, par exemple, dans le contexte de la femme. Oh, c'est puisque tu es arrivé, tu reconnais maintenant que tu as des droits, tu oublies que tu as des devoirs, puis tout ça, ça crée un peu beaucoup de conflits et les hommes trouvent parfois que les femmes sont trop privilégiées ou surprotégées. Et tout ça, ça crée encore des situations un peu plus compliquées. Nous avons aussi des préjugés sur le système juridique d'ici. Il y a l'implication financière implication financière qui va déstabiliser et surtout les désirs de contrôle à distance, hein. Tu veux savoir qu'est-ce que l'autre fait, où est-ce qu'il en est rendu, où est-ce qu'il a trouvé quelqu'un, comment ça se passe et parfois on va devoir manipuler un peu nos enfants pour pouvoir essayer d'avoir un peu plus d'informations, puis ça continue. Il y a le prolongement de certaines pratiques qui, par exemple, ne sont pas très courants ici, mais dans certaines communautés, on l'entend, ça se dit souvent, on parle de la défiguration de la femme, où on va jeter l'acide, où on va couper les visages pour que la femme se sente condamnée, n'est plus belle, elle va rester dans cette situation. Donc, on voit que toutes ces spécificités, ça va contribuer justement à
pas promouvoir, mais à faire continuer la violence même après la séparation dans les contextes d'immigration. Donc, en gros, c'est un peu ça. Mariamou, c'est à toi maintenant. Donc, nous allons essayer d'aborder les facteurs. Donc, ce qui favorise plus la violence post-séparation. Et si tu avances, Lydie, on va voir que c'est plusieurs plans, au plan linguistique, social, économique, et puis ce qui est un peu spécifique à l'immigration également. Donc, comme vous le savez, un quart de la population immigrante n'a pas comme première langue, c'est-à-dire n'a pas comme native language, comme on dit, langue maternelle, le français, ni l'anglais. Donc, ils parlent une langue différente, faisant que cette population est en général plus importante chez les femmes. Surtout les femmes qui sont parrainées, en général, ils ne sont pas très à l'aise avec le français ni avec l'anglais. Donc, très gênés à aller communiquer en français, faisant qu'ils vont se dire juste que de toute façon, je ne serai pas comprise et continuent de vivre cette forme de violence post-séparation. Donc, le besoin aussi de traduction de documents, chacun des ex-conjoints peut penser que c'est à l'autre de le faire. Il y a l'isolement social aussi. Donc, peu de réseaux sur le plan social, faisant que un conjoint peut carrément voir l'autre qu'il est assez vulnérable et pouvoir perpétrer tout ce qu'il peut faire contre lui ou elle. Les stress liés à l'immigration également. Donc, comme vous le savez, il y a beaucoup d'immigrants qui arrivent ici avec de gros traumas, des fois, et des difficultés de s'adapter, etc. Donc, si à cela, c'est un terrain déjà très fertile pour perpétrer ou être victime de la violence post-séparation, le processus de parrainage ou autre demande de permis en cours, quand c'est le cas aussi, c'est un peu difficile. Le statut est un peu précaire. Je vous ai parlé tout à l'heure des étudiants internationaux qui veulent juste étudier, puis travailler, avoir leur papier. Donc, ils essayent de se cacher et de ne pas dire que j'ai un problème parce que la plupart du temps, certains pensent que si tu essayes de parler d'un problème quelconque, tu risques de voir ton statut compromis. Donc, c'est ça qui fait que parfois, ils préfèrent vivre, se supporter et ne pas, par exemple, partager, ne pas dénoncer. Au plan économique également, donc la violence post-séparation peut amener qu'on ait des craintes. Donc, on a peur de perdre tout ce qu'on a, faisant que on accepte, on subit et on accepte et on n'essaie pas de changer les choses, on n'essaie pas de sortir de ce cycle. Toujours par rapport au stress lié à l'immigration, la pension aussi, parfois c'est très difficile et on en a vu des cas où après la séparation, un des conjoints décide juste, et la plupart du temps ça arrive, on va dire qu'on est un peu contre les hommes, mais c'est juste que la plupart du temps, ce sont les femmes qui subissent cela. Je ne dis pas que ça n'arrive pas aux hommes aussi, oui ça arrive, mais la plupart du temps, on voit que c'est les hommes, les ex-conjoints qui refusent tout simplement de déclarer les revenus, qui travaillent au noir pour justement mettre en mal la femme, donc qui ne peut pas subvenir à elle seule. C'est vrai que le gouvernement soutient et tout, mais des fois, il peut y avoir des besoins assez spécifiques. On peut résider dans une ville qui est assez chère et parfois, on sait que l'autre travaille, mais sur le plan financier, il va refuser carrément de soutenir en restant travailler au noir. Des fois également, lorsque le conjoint, on va le voir plus tard, quitte, on a de la difficulté à prouver le revenu de l'autre. C'est compliqué également. Donc, c'est ce qu'on a vu ici. Par exemple, quand l'adresse n'est pas connue, on ne connaît pas la procédure, on reste dans une localité, personne ne nous connaît. Ça peut complexifier, ça peut rendre extrêmement compliqué la séparation. Et comme ça rend compliqué la séparation, en général, les tensions montent. Le désir de se venger montre, le désir de se venger de n'importe quelle façon. Je vais me venger parce que je ne vais pas lui permettre de refaire sa vie comme il l'aurait souhaité et ne pas lui permettre de se remarier, ou bien une autre forme de violence qui est juste au niveau psychologique. Là, j'ai envie, par exemple, de m'arrêter sur un cas récemment qu'on a vu, parce que comme si vous l'avez remarqué récemment, il y a eu des féminicides au niveau de, que ce soit au Québec et dans d'autres localités aussi au Canada.
Ça, c'est une Sénégalaise qui a été assassinée, comme on l'a connue en 2018 en Alberta. Et comme on sait, quand elle est venue, elle a voulu même se cacher, ne pas être connue et tout ça. Mais malgré ça, son mari a quitté son pays d'origine, est venu et l'a cherché jusqu'à la retrouver. Et puis, c'est en ce moment qu'il l'a assassinée parce qu'il n'était pas d'accord de son choix qu'elle avait pris de se séparer. Donc, tout ça, ce sont des choses qu'on voit. Et puis, parfois aussi, le couple ne s'entend pas de là où le divorce sera officialisé. Et ça ravive les tensions pareilles. Donc, l'engagement également précipite de parrainage. Donc, quand il y a les garanties, comme vous le savez, avec l'immigration, quand tu parraines quelqu'un, tu te portes garant. Donc, quand il y a séparation aussi, il y a des engagements que tu as déjà pris et qui te lient à ça. Donc, ça aussi, ça peut amener à beaucoup d'actes, beaucoup de pression et beaucoup de violence également. La peur de l'enlèvement des enfants, ça aussi, ça amène une autre couche de stress qui vient s'y ajouter. Et puis, voilà, les traumas, comme j'ai eu à l'aborder un peu, les traumas lourds, donc les vécus antérieurs, donc ce sont des choses qui influent beaucoup sur le comportement de la personne envers son ex-conjoint. Et des fois, il y a des immigrants qui ont été pris en charge, mais il y en a, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ne suivent pas carrément ce processus thérapeutique. Et c'est ça qui va les amener à avoir des mauvaise gestion de leur colère, des comportements qu'ils ne peuvent pas contrôler et à perpétrer vraiment des actes violents lorsqu'il arrive que son ou sa conjointe quitte. Alors, merci Mariamo. Maintenant, on va parler de type de comportement violent observé chez le famille un peu immigrante en post-séparation. Donc là, on va parler de l'abus physique et psychologique. Souvent, il y aura beaucoup de manipulation envers, malheureusement, comme tu l'as dit, Mariamo, envers la femme. Donc, tu vas voir que c'est probablement peut-être toute la communauté ou majoritairement de gens qui vont venir, qui vont te parler de ce qui est permis, de ce qui n'est pas permis, ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire, comment est-ce que ta vie peut être réduite à zéro, tu es rien. Donc, vous allez voir qu'il y aura beaucoup, surtout de l'abus psychologique. Alors, nous avons remarqué, tu l'as aussi, tu as dévancé, Mariamou, le refus de payer la pension alimentaire. On en connaît beaucoup dans la communauté qui décident carrément de quitter le pays justement pour éviter cela. Donc, c'est un fait où on va retrouver plusieurs familles de femmes avec des enfants qui n'arrivent pas à subvenir aux besoins des enfants puisque le mari a décidé de quitter ou carrément de travailler au noir, ce qui ramène à l'abandon des enfants, puis aux ruptures de liens affectifs, négligence, parentalité, malveillance, insécurité. Puis là, on va parler des expropriations, c'est-à-dire patrimoine familial et tout, de viol et de l'assassinat, dont Mariamo, tu l'as évoqué. Et encore dernièrement, nous avons encore eu un autre cas de la Camerounaise qui a été encore assassinée au niveau de Montréal. Et nous avons un autre cas au niveau des Gatineaux. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de faire de recherche pour vous ramener le nom exact, mais ce sont des informations qui étaient passées au niveau des informations officielles là. Donc, un homme qui a dû assassiner, donc tuer les enfants et par la suite commettre un suicide par rapport à lui-même juste après la séparation. Donc, tout ça, ce sont vraiment des comportements qui sont très observés. Sûrement, on va dire que c'est très observé dans tous les couples qui sont séparés, mais on trouve que c'est un peu plus renforcé dans les familles immigrantes. Alors, autre chose aussi, quand la famille immigrante vient, oui, certainement, Mariamon, tu l'as dit tantôt, c'est pour différentes raisons, mais souvent, c'est surtout par rapport aux situations financières, mais nous ne savons pas toujours quelles sont les vraies réalités vécues par la famille de l'autre côté. Alors, dans ces genres de séparation où tu vas entendre que l'autre va dire, ben, je vais te dénoncer, je vais dire finalement ce qui s'était passé, je vais dire la vérité, les histoires, non, le mensonge que nous avons raconté pour pouvoir obtenir, par exemple, nos documents. Donc, toutes ces histoires au niveau de la dénonciation. Donc, oui, je vais faire de menaces. Par la suite, ça va venir quoi? La vengeance qui va s'installer, la violence qui va se perpétrer autour. Donc, on parle aussi, par exemple, de salir la réputation de son ex dans la communauté. Ça, c'est quelque chose qui arrive malheureusement à la personne qui aura une grande communauté qui va bien véhiculer son message, va aller manipuler et surtout, nous allons voir que c'est toute une communauté, par exemple,
qui devient contre, par exemple, telle personne ou qui voit telle personne comme étant une mauvaise personne sans vraiment connaître la réalité liée mais du fait que la personne a décidé de mettre fin au mariage, ça crée beaucoup de situations. Là, on va parler des harcèlements et des surveillances ainsi que de la manipulation. Alors, les conséquences, encore une fois, on va parler des conséquences psychologiques, on va parler des conséquences physiques, financières, comme dans toutes les situations de séparation. Mais encore une fois, dans les contextes d'immigration, on voit que les conséquences sont un peu plus difficiles à vivre compte tenu du contexte de l'immigration. Là, on parle de l'anxiété, de la dépression, de troubles post-traumatiques, de troubles de l'attachement, de l'abus subi, de l'hypervigilance, par exemple, par rapport à la femme. Ce sont des choses qui arrivent souvent où on retrouve parfois d'autres femmes qui vont carrément se déconnecter, qui va décider de ne plus être en relation justement pour pouvoir éviter tout ce qui arrive avec. On va parler de la santé mentale qui sera très affectée, de pensées suicidaires. On en voit de plus en plus. On en voit des pensées suicidaires, puis des gens qui tentent quand même aussi de se suicider, l'abus au niveau de la drogue et de l'alcool. Et surtout, il faut mettre dans le contexte que ces abus ne sont pas très normalisés, par exemple, la consommation de la drogue ou de l'alcool, c'est pas quelque chose qui est très véhiculé. Mais une fois arrivé ici, avec tout ce qu'on a à subir et le manque de soutien, le fait qu'on soit seul, le fait qu'on soit renfermé, on n'a pas d'autre choix et parfois on n'a même pas une personne avec qui on pourrait avoir des discussions assez solides par rapport à sa santé mentale, ça fait que les familles immigrantes vont s'enfermer, puis dans cette solitude, vont tomber dans l'abus de l'alcool et de la drogue. Puis, tu avais parlé tantôt, Mariamou, de l'aliénation parentale. Alors, au niveau physique, oui, il y a beaucoup d'abus physiques. Ça, on n'en peut pas dire puisque la façon de régler le conflit qui semble être différent. Ici, on voit beaucoup de blessures, de fractures par des armes blanches qui sont perpétrées à la femme. Et la preuve en est que nos maisons, par exemple, nos maisons de shelter qui accueillent les femmes et familles, ce sont souvent très remplies et le cas ne font qu'augmenter dans nos communautés. On voit des problèmes de santé à long terme quand même qui s'installent et tout, et qui nous ramènent un peu vers le suicide. Donc, pas pour se répéter, on va avancer. Alors, des conséquences sociales, ça, c'est quelque chose vraiment qui affecte beaucoup de femmes, beaucoup de familles, puisque la tendance souvent est de la manipulation, par exemple, ou la perception de la séparation en elle-même, ça va te pousser à t'isoler, d'autant plus que ce soit ta famille, les amis, les connaissances, qui auront tendance à soutenir la personne comment je devrais dire, la personne qu'on n'a pas quittée. Je ne sais pas, Mariamou, c'est quoi les termes qu'on va utiliser, mais on aura tendance à soutenir de l'autre côté, puisque toi, tu as pris la décision de quitter, donc tu deviens vraiment comme le monstre, tu es très mal perçu dans ta communauté. Alors, plus tard aussi, on voit que la personne va avoir de la difficulté à maintenir des relations saines tout autour d'elle puisqu'elle a été abusée ou elle a dû occasionner, accepter certaines situations et maintenant, c'est très difficile pour elle de maintenir ce genre de relations. Puis souvent, elle va se remettre dans la même position de répéter avec des relations toxiques et tout et tout. Alors, on va voir au niveau de la rupture, oui, c'est ça. Comme oui, Mariamon, tu l'as, malheureusement, là aussi, par rapport aux facteurs, on l'avait bien dit bien avant que quand souvent les familles immigrantes s'unissent, là, c'est vraiment les deux familles qui se marient. Le mariage ne s'arrête pas vraiment entre l'homme et la femme, mais c'est vraiment les deux familles qui vont se marier. Et dans le contexte de séparation, ça devient plus difficile puisque ce sont les deux familles unies qui doivent se séparer. Et c'est la perception, les déshonneurs au niveau de sa famille, toi qui quittes, tu as mis fin, pourquoi donc? Ça crée beaucoup de conséquences et cela affecte beaucoup nos communautés, affecte beaucoup, surtout les femmes qui vont se retrouver isolées dans leur coin. Pourquoi? Parce que la famille a décidé de supporter, par exemple, l'agresseur pour maintenir des liens familiaux ou pour les intérêts de la famille. Donc ça, ce sont des situations qui sont très vécues. Encore une fois, je le dis, je le répète, tout ça, on peut le vivre dans toute forme de séparation, mais dans les familles immigrantes, ce sont des histoires qu'on voit de plus en plus, quoi. On va parler un peu de conséquences au niveau économique, affaiblissement du pouvoir d'achat. Oui, la famille va se retrouver un peu déboussolée. Et parfois aussi, qu'est-ce qui arrive quand on arrive avec le manque de diplômes? On n'a pas le temps vraiment de se ressourcer ou prendre le temps de se remettre sur le marché de l'emploi, tout recommencer à zéro. Donc, c'est une situation qui affecte un peu les familles immigrantes. Difficulté à trouver un logement adéquat, surtout compte tenu de la taille de la famille. Il
savez, les familles immigrantes sont souvent des familles nombreuses avec beaucoup d'enfants. Et dans le contexte, par exemple, ici à Toronto, on en trouve beaucoup, comme tu le sais, Mariamou, dans nos shelters ou des familles avec plusieurs enfants qui n'arrivent pas à trouver le logement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez d'espace ou parce que c'est trop cher. Donc, la famille est obligée de rester dans un shelter, vivre dans des conditions assez difficiles. Alors, c'est là où ça va nous ramener au niveau de négligence des enfants ou de la privation et précarité, surtout dans les grandes villes, comme je l'ai mentionné au niveau de Toronto. OK. Alors, des conséquences au plan institutionnel, qu'est-ce qui va arriver? La perception, par exemple, de l'implication de l'aide à l'enfance n'a pas toujours été une histoire positive, n'a pas toujours été perçue positivement au sein de nos familles. Alors, quand ces genres de situations arrivent où on implique l'aide à l'enfance, c'est quelque chose qui affecte beaucoup puisqu'on s'est dit, c'est-à-dire que je suis un parent, je ne suis pas responsable, mes enfants sont négligés. Donc, la perception tout autour de là, ça va encore venir renforcer, ça va venir te mettre dans des situations difficiles. L'interdiction de contact de parents, ça, c'est quelque chose qui sera très mal perçu, que ce soit du côté de la femme, que ce soit du côté de l'homme. Puis, on parle souvent des négligences de partenaires ou ex qui sont très difficiles en cas de maladie. Donc, toutes ces histoires dans une situation dans un contexte d'immigration, c'est plus difficile à le vivre. Vraiment, pour ne pas se répéter, porter ces genres de chaussures, c'est très difficile. Alors, on se retrouve dans les shelters, on passe de longues périodes, on est limité, la perception au niveau des institutions, tout ça, ça fait que les familles immigrantes vont développer plus de problématiques au niveau de la santé mentale, vont avoir plus de la difficulté à se remettre dû à toutes ces situations qui les affectent. Alors, là, Merci. Oui, merci Mhm. beaucoup, Lydie. Et là où tu termines, effectivement, et où j'entame, c'est la partie avec laquelle on est plus en contact. Par rapport à ce que tu viens de dire sur les dernières conséquences dont tu as parlé, on a également un cas où à la fois où on voit les conséquences à la fois physiques, mais aussi institutionnelles, etc., qui ont eu à détruire une femme qui est récemment décédée. Ça, c'est en Alberta. Et on a vu comment cette femme vraiment a dépéri, a changé, jusqu'à ce que ça entraîne son décès, juste qu'on l'a retrouvée séparée de ses enfants depuis comme près de 10 ans. Elle cherche, elle ne réussit pas. Et on a vu comment elle a perdu tout. Elle a commencé en haut, mais elle a vécu toute une violence, tout un tas de mensonges qu'on a racontés. C'est juste affreux. Et il y en a plusieurs cas, ce n'est pas le seul. Il y a également l'impact justement sur les enfants. Ça, dans notre pratique clinique, c'est des choses que l'on voit, que l'on peut vraiment mettre du doigt dessus. Qu'on voit que ce sont des enfants qu'on détruit, surtout qui se sentent toujours persécutés, qui ne se sentent jamais en sécurité parce qu'ils pensent que leur parent est toujours derrière eux, derrière leur mère. Ils ne vont jamais exprimer leurs problèmes auprès de leur mère parce qu'ils ont peur ou parfois ils essaient même de se parentifier, c'est-à-dire de protéger carrément leur mère. Et les enfants sont très sensibles pour percevoir et ressentir certaines choses que vivent leur mère ou leur père, pareil. Donc là aussi, on voit qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont juste des enfants très oppositionnels, qui font de l'intimidation, qui essayent donc de ce qui leur manque, qui essaient de le traduire par leur comportement. Des enfants qui essaient de défier l'autorité. Donc, toutes ces pertes de cette insécurité dans l'attachement, toutes ces ruptures, tous ces placements, cette instabilité, ça se reflète sur le comportement des enfants qu'on voit. On travaille en milieu scolaire, on travaille en pratique privée et également dans les shelters. Donc, ce qui fait que, et dans la communauté, ce sont des réalités qu'on voit. Et on sait que c'est ça la cause. Et parfois, c'est pas une chose facile d'amener le parent qui est en train de poursuivre, de perpétrer cette violence à arrêter et à reconnaître. C'est pas vraiment une tâche facile. C'est pourquoi on va parler des interventions qui pourraient peut-être aider dans le dernier diapo. Donc, c'est ça. On a pensé que sur le plan psychologique, il faut essayer de les aider à faire face au trauma émotionnel, au plan mental, à essayer de reconstruire leur vie. C'est pas toujours facile quand même.
parce que quand on veut mettre fin à une relation, on veut mettre fin à tout un cycle, mais c'est pas toujours facile de s'en sortir. Et je pense que j'ai vu, comme vous le savez, il y a un mouvement, par exemple, au Québec, les derniers mois, hein, j'ai entendu qu'ils voulaient voter une loi pour changer la loi sur l'aliénation parentale. Il y a des parents qui sont arrivés même à dire que s'ils savaient que c'est ça qu'ils allaient subir, ils auraient préféré rester dans le cycle de la violence au niveau conjugal, dans le couple plutôt même que de sortir, parce que ça n'a rien réglé. Ils sont sortis et il y a encore plus de la violence, sinon même plus. Donc, il y a tout ça qu'il y a lieu de faire. Donc, au niveau légal, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, aussi, sur le plan communautaire, nous, c'est là où on va plus même accentuer. Parce que, comme vous le savez, en général, chez les immigrants, hein, ils ont tendance à vraiment tenir à leur réseau au niveau communautaire. Les rares cas qui vont chercher du soutien aussi, généralement, ils vont chercher du soutien. C'est vrai, il y en a certains qui ne veulent pas qu'on sache de quoi il s'agit dans la communauté. Mais il y a certains aussi qui vont s'ouvrir un peu à la communauté. Donc, on a pensé que c'est toujours important de maintenir, d'avoir des gens qui puissent au moins au niveau communautaire servir de relais, que ce soit les leaders spirituels, que ce soit juste les dirigeants au niveau communautaire, de les utiliser comme des relais, comme des personnes qui vont être au fait de certains cadres juridico-légaux, qui vont être au fait de de l'importance de la médiation, mais aussi que la médiation, c'est pas fait juste pour essayer de réconcilier. Parce que la plupart des leaders, quand ils interviennent, ils vont juste essayer de mettre les gens ensemble. Mais rarement ou presque jamais, tu vas voir qu'ils vont essayer de vous dire, même si vous vous séparez, essayez de préserver quelque chose, la paix, essayez de préserver vos enfants, essayez d'éviter de verser dans la violence. Très rarement, on va voir des leaders se prononcer sur ces questions. Donc, par exemple, pour le décès qui est arrivé en Alberta, je me rappelle bien de la Sénégalaise qui a été assassinée. Cette question a été amenée, il paraît, dans les événements qu'ils font de façon hebdomadaire. Mais il y a une personne qui m'a dit qu'ils ont mis des semaines. C'était comme si c'était tellement difficile pour les leaders de parler de la question que finalement, ils ont laissé tomber. Donc, ça n'a jamais fait l'objet de sensibilisation, ça n'a jamais servi de leçon à qui que ce soit. Donc, c'est bien aussi de les impliquer, de les former et de les préparer à mieux appuyer la communauté. Je sais que c'est un sujet vraiment où il y a beaucoup de choses à dire, mais nous allons juste nous en arrêter là. S'il y a des questions, nous sommes disposés à répondre par l'état de nos connaissances et puis à faire des recherches éventuellement s'il y a lieu. Merci. Wow, merci beaucoup pour cette présentation extrêmement complète et avec beaucoup d'informations aussi qui amènent des informations supplémentaires aux présentations précédentes parce que vous parliez des communautés immigrantes. Également, les leaders communautaires, c'est quelque chose qui n'a pas été abordé précédemment. C'est très important au niveau des leaders communautaires et spirituels également, soit au niveau des formations, l'éducation, la sensibilisation et simplement des fois aussi une connaissance réelle de la situation qui n'est pas présente. Et également, j'ai aimé l'analyse j'ai aimé, c'est pas vraiment un beau mot, mais l'analyse au niveau de l'assassinat de la femme en particulier dont vous aviez parlé. Ce sont des choses des détails dont on n'entend pas parler nécessairement ces parties-là dans les nouvelles. Alors, c'est vraiment en communiquant avec des personnes comme vous qu'on peut être informé des arrière-plans de ces situations-là. Est-ce que peut-être on pourrait parler un peu de connexion synergique, si ça vous dit, ou quelque chose comme ça, ou de vous, qu'est-ce que vous aimeriez ajouter, ce que vous contribuez à ce domaine-là? Oui, en fait, connexion synergique, c'est notre bébé. OK. C'est notre bébé qu'on vient juste de mettre en place. Wow. Et que l'objectif, c'est vraiment, depuis la COVID, en fait, on a toujours été des personnes très impliquées, c'est sûr, dans nos communautés, comme vous l'avez vu de par notre expérience et notre trajectoire. Oui. Mais au moment de la COVID, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin énorme parce que les gens vivaient de façon isolée, particulièrement les immigrants. Oui. Donc, il y avait un besoin d'aider les gens. Les couples étaient en train d'éclater. Les familles étaient en train vraiment d'être en transe là. Personne ne sortait parce que vous savez, les gens avaient des espaces de ventilation, des espaces mais tout ça devait être contenu désormais dans les familles.
Et on a été interpellé plusieurs fois pour aider des gens, pour intervenir sur des situations, pour faire des conférences par-ci, par-là, des séances de sensibilisation. Également, les enfants aussi, parfois les parents ne savaient plus quoi faire, quelle activité. Donc, on les inspirait à faire des activités pour leur santé mentale en tant que parents, mais aussi pour des activités pour les enfants, pour qu'ils puissent aussi garder leur bien-être mental. Donc, de fil en aiguille, on a réfléchi et on s'est dit que, voilà, je pense que c'est le lieu de formaliser cela parce que le besoin est là et on ne doit pas avoir toujours cette posture de réaction. Donc, on doit plutôt être dans une posture d'action et c'est ça qui nous a amené à mettre ça en place avec deux volets principalement. Il y a un volet qu'on fait pour vraiment aider la communauté, donner à la communauté avec des activités bénévoles. Par exemple, cette conférence, cette présentation en fait partie, que ce soit auprès des jeunes, les femmes aussi, parce qu'on cible vraiment les couches les plus vulnérables. Donc, les enfants, c'est auprès d'eux qu'on intervient et qu'on essaie de faire plein de connexions synergiques, comme son nom le dit, c'est-à-dire des connexions qui peuvent produire quelque chose de positif pour la personne, mais aussi pour l'autre personne qui est en face, et que l'être humain soit capable de se connecter aussi avec lui-même. Donc, il y a tout l'autre volet, le deuxième volet, c'est un volet un peu plus privé, donc où on fait aussi la psychothérapie, parce que aussi on est dans un domaine où on voit que le besoin est énorme. Nous référons dans la communauté, mais à chaque fois, il y a des gens, on nous dit qu'il y a les listes d'attente, les gens sont en attente alors que le besoin est là. Donc, on a commencé à regrouper des spécialités, quel que ce soit surtout les travailleurs sociaux, les psychothérapeutes, les psychologues, les orthophonistes, pour essayer un peu de développer aussi ce volet privé. Donc, c'est ça de façon ramassée, en quelque sorte, ce qui fait l'objet de la mise en place de cet organisme Connexion Synergie. C'est merveilleux le nom et tout ce que vous expliquez. Je dis c'est merveilleux, c'est dommage que ça ait besoin d'exister, mais c'est tout à fait remarquable que vous soyez en train de mettre ça en place. Et il y a deux choses qui me touchent particulièrement, puis j'ai hâte de voir la suite. Vous serez les bienvenus au prochain sommet à la fin du mois de juin pour qu'on sache qu'est-ce qui se sera produit. Les deux points qui me touchent particulièrement, mais il y a les jeunes, parce qu'une des questions qui est arrivée, c'est les enfants qui ont vécu ces situations-là, qu'est-ce qu'ils deviennent jeunes adultes? Souvent, ils ont été coupés d'un de leurs parents, ou en tout cas souvent du parent protecteur, et ça donne des situations assez problématiques quand... en tout cas, ils peuvent avoir besoin d'accompagnement qu'ils n'ont pas nécessairement eu, puis ils peuvent avoir vécu dans une forme de mensonge et une violence institutionnelle également secondaire, et parfois même, on peut dire communautaire, parfois également. Et la deuxième chose, au niveau des jeunes, peut-être qui n'ont pas encore vécu la situation, mais qui seront des futurs parents, des futurs ou vivent des relations aussi. Puis il y a des relations de violence chez les adolescents également, des adolescents un peu plus âgés. Donc, c'est vraiment intéressant si on peut avoir, quand ils sont encore, j'ai envie de dire malléables, mais plutôt dans le sens positif, leur cerveau est encore en développement, donc ils peuvent peut-être avoir une bien plus grande chance que nous, adultes, de peut-être travailler les choses différemment, sans blâmer les victimes en soi. Puis la deuxième chose, j'ai oublié, il y avait une deuxième chose dans ce que vous aviez dit qui me touchait beaucoup, mais en tout cas les jeunes en particulier. Ah oui, au niveau de la psychothérapie, surtout qu'on sait que justement, il y a des taux de détresse, mais aussi au niveau des suicides, des idéations suicidaires, autant chez les victimes, hein, chez les femmes et les enfants, donc, et l'entourage. Alors, je ne dis pas que la psychothérapie peut nécessairement 100%, comme tout n'est pas 100% lié, garanti, ni rien, mais ça, quand il y a des listes d'attente, c'est sûr que ça augmente les effets négatifs de la violence sur les personnes, hein. Donc, ce sont deux éléments extrêmement essentiels. Et un souhait que nous avons avec le sommet, c'est que d'autres personnes entendent et puis peut-être collaborent avec vous. Nous, on n'a pas de programme à offrir à part les présentateurs, présentatrices qui sont un peu partout sur la planète. Donc, de s'inspirer de ce que vous faites pour peut-être étendre votre activité ou alors reproduire, dupliquer, si vous trouvez des partenaires ou des collaborateurs que ça vaut la peine, hein, de dupliquer ailleurs les idées qui fonctionnent bien. Donc, c'est vraiment très précieux d'avoir accès à votre expertise. Merci beaucoup, Charlotte. Vraiment, je pense que ça nous a donné une très bonne occasion d'y penser, de réfléchir, puisque même quand on faisait quelques recherches au niveau de la violence de post-séparation dans les communautés immigrantes, il y a peu de lectures qui évoquent.
il y a vraiment peu de lectures qui évoquent. Puis majoritairement, nous sommes allés faire nos recherches, puis on s'est basé aussi sur des histoires vécues, des histoires observées dans les shelters. Donc, tu peux voir que c'est vraiment comme un cercle vicieux qui se retourne. Mhm. Tu fuis la violence, tu arrives, l'intégration difficile avec tout ce qui peut venir avec, tu te sépares, tes enfants soient exposés, des enfants qui vont grandir seuls avec un parent, la pauvreté qui s'implique dedans, l'exposition à la drogue. Donc, tu vois que Mhm. l'avenir de nos enfants sont en jeu par rapport à cette situation. Tout à Donc, on fait. immigre pour éviter, on immigre pour espérer avoir de l'espoir Mhm. d'une vie meilleure, mais quand on arrive ici, ce sont des surprises, puisque je l'ai fait en espérant que ça sera meilleur, mais j'arrive, je fais face à des situations, puis il n'y a pas assez de services pour pouvoir accompagner, Tout à aider. fait. Donc, j'ai tellement aimé, j'ai insisté pour dire que le même situation peuvent arriver, par exemple, aux Autochtones, aux Canadiens par rapport à la Mhm. violence, mais sauf qu'on a remarqué avec nos familles immigrantes, c'est un cercle vicieux. Je fuis la Mhm. violence, je fuis l'insécurité, je viens pour une meilleure vie. Le processus au niveau de l'intégration, ça devient très difficile. Je vis de vécu, je me sépare, je suis comme très mal perçue, ma communauté en moi, même voire même mes parents, Mhm. d'autant plus que la valeur qui est accordée au niveau de la famille, je me sens, je suis seule. Et puisque la loi canadienne est quand même là pour protéger les femmes, je me retrouve avec mes enfants sans leurs parents, sans leur papa, juste un exemple, sans leur papa. Mhm. Des enfants qui vont grandir seuls, ben, avec un revenu, je me retrouve dans des situations de précarité. Mes enfants Mhm. vont être exposés. Il y aura le décrochage scolaire. Tu t'imagines un peu? On va parler maintenant de garderie plus tard. Puis, Oui, oui. on va rester dans un environnement de maisons subventionnées. On connaît tout ce qui vient avec. C'est là où j'insiste que c'est comme un cercle vicieux de violence, comme tu es obligé, tu vas tourner tout autour. Et en faisant ce qui est difficile d'après notre observation, nous sommes en train de faire des recherches là. Je te jure, on n'a pas trouvé des éléments qui parlent justement en contexte d'immigration. Hmm. Marie Bien, m'a lancé la balle, je te les je renvoie, Maria, comprends. parce que tu vas faire ton doctorat pour Euh, approfondir. Donc, oui, c'est vraiment au c'est niveau très difficile. des communautés immigrantes, en effet, au niveau des communautés, on a une personne ici à Québec qui s'appelle Moshira Atala, qui est égyptienne et vit au Québec depuis plusieurs décennies. Elle a fait une présentation sur l'interculturalité en contexte de violence post-séparation. Vous allez voir sa présentation du dernier sommet qui va être tout le monde va avoir accès aux présentations du dernier sommet aussi. Et en effet, déjà qu'on ne parle pas beaucoup de post-séparation, c'est pour ça qu'on a fait le sommet. Mais en plus, il n'y a pas de solution pour le moment qui a été trouvée d'aucune sorte. Et là, ce que vous dites, juste, je voulais juste appuyer là-dessus, c'est la violence institutionnelle et secondaire autre de toutes les autres personnes qui s'impliquent. Ça amplifie finalement la violence qui a été vécue et la violence post-séparation peut durer des décennies. Parfois, elle peut durer plus longtemps que la situation de violence conjugale. Donc, je voulais quand même laisser la parole à peut-être Lydie n'avait pas terminé ou Mariam aussi. J'avais l'impression de vous avoir interrompu. Oui. Non, 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 moi, je Oui, voulais oui, juste je revenir pense que sur le oui. point. Sur le point, tu vois, Charlotte, tu as soulevé un peu l'appui par rapport aux jeunes. L'appui que nous pouvons donner à nos jeunes qui sont très... il y a plusieurs services qui sont à la disposition, mais on sent toujours qu'à un moment donné, il faudrait aussi qu'il y ait un peu une perception culturelle. C'est-à-dire si on peut avoir des intervenants qui connaissent ou des intervenants qui connaissent sur l'humilité culturelle afin d'accompagner ces enfants, puisque ça crée souvent les décrochages. Nos élèves vont, malgré qu'il y a des services, on va référer, mais ces enfants ne vont pas se retrouver puisque la vision, la perception au niveau de la problématique n'est pas perçue de la même façon, où ils vont sentir probablement qu'il y a beaucoup de jugements tout autour. Et qu'est-ce qui fait? Les enfants ne connectent pas nécessairement par rapport à tous ces services qui sont donnés. Donc, quelque part, il faudrait Mm. vraiment, je pense que c'est une intervention systémique, hein. Ça doit Oui, commencer au sommet, là, tout puis à fait, tout à avec des fait. subventions, avec des Et oui, programmes pour pouvoir les appuyer. oui. Et également par des initiatives comme votre initiative, le sommet. Les deux aspects sont importants, les aspects au niveau des agences gouvernementales, au niveau des intervenants aussi, la formation, etc.
Et en même temps, les citoyens, c'est souvent eux qui font, les citoyens, quand je dis, c'est les gens qui résident quelque part, là, peuvent faire bouger les choses parce qu'en faisant entendre notre voix le plus possible, ça peut devenir un sujet dont on parle un petit peu plus. Et plus on parlera de ce sujet, mais plus les agences gouvernementales et les députés, etc., vont avoir, en tout cas, un peu l'obligation de s'y attarder davantage. D'accord. Alors, je pense que peut-être, Mariamou, tu voulais ajouter quelque chose avant de clôturer la présentation? Non, non, je voulais juste dire qu'effectivement, parce que tu sais, les recherches qui ont été faites sur les séparations, immigration et séparation que j'ai vues, ça remonte à 2011. 2011, je pense, j'avais mon ancienne professeure d'origine française, Michel Vasselard aussi, avec qui j'avais travaillé donc sur les immigrations, séparations, recomposition familiale, monoparentalité en contexte d'immigration et tout ce que Wow. ça engendre, mais ça n'aborde pas ce bout de la violence post-séparation et qui peut durer, comme tu as dit, ça peut durer très, très, très longtemps. Et dans Mhm. notre pratique, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours. L'impact vraiment sur les enfants, c'est quelque chose qu'on voit. Donc, on envisage de faire, par exemple, de pousser la recherche un peu sur ce point et puis de voir qu'est-ce que ça nous donne. Mais aussi, ce serait bien que tout ce que tu es en train de faire puisse raisonner parce que j'étais même à